messieurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition d'Equinox. Ce soir, c'est sur Equinox Télévision. Nous sommes en direct de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Que faut-il penser à l'heure qu'il est du coup de force des militaires nigériens perpétré le 26 juillet dernier du côté de Niamey? Si dès le départ, la CEDEAO s'est montrée déterminée à revenir à l'ordre constitutionnel, aujourd'hui, cette option est en suspens, même si elle n'est pas pour autant écartée par cette organisation. Faut-il alors penser que le coup d'État au Niger est consommé, malgré les rodomontades de la communauté internationale, de la CEDEAO et même de l'Union africaine? 4 invités débattent ce soir avec nous de cette problématique. Il s'agit d'Ahmed Bala. Bonsoir Ahmed Bala. Bonsoir Kizogo, bonsoir aux panélistes, bonsoir aux nombreux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Merci pour cette invitation renouvelée. Alors vous êtes journaliste au quotidien Le Messager, vous vous occupez des pages économiques mais aussi des questions internationales, puisque cette affaire du Niger a aussi des répercussions toutes économiques avec les sanctions de la CEDEAO qui sont annoncées et qui ont été déclarées par les autorités nigériennes d'être extrêmement dures. Notre journal suit particulièrement cette affaire et régulièrement nous relayons ce qui se passe de ce côté-là. Merci d'être ce soir sur ce plateau avec nous, Ahmed Mbala. Également présent sur ce plateau avec nous, le docteur Benoît Wenang. Bonsoir. Bonsoir Gizogo. Bonsoir aux autres panélistes. Et merci pour l'invitation, l'honneur et pour moi. D'accord. Merci. Vous étiez ici la dernière fois, nous parlions déjà du Niger et je crois que quelques semaines après, nous y sommes toujours. Merci d'être là ce soir pour en discuter une nouvelle fois. Avec nous également ce soir le docteur Stéphane Zanga. Bonsoir. Bonsoir Gizogo, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Soir et merci pour l'invitation. Alors, je rappelle que vous êtes politologue et que vous travaillez justement sur ces aspects dans les différents pays que l'actualité nous appelle à scruter assez régulièrement. Avec nous également ce soir le docteur Flavien Elundou. Bonsoir. Bonsoir Gizogo, bonsoir à tous les panélistes et aussi à tous les millions de téléspectateurs d'Equinox Télévision. Alors merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes également internationaliste. Tous nos 4 invités sont donc présents pour l'entame de cette édition d'Equinox Soir consacrée au coup d'État au Niger. Première question à ce qui veut la prendre. À l'heure qu'il est, est-ce qu'on peut conclure que la situation entendue, docteur Benoît Wenang, les putschistes se sont-ils installés ou il flotte encore un air d'incertitude du côté du Niger? Je pense que pour l'observateur averti, pour celui qui suit cette actualité de manière régulière, du moins depuis le 26 juillet, jour après jour, de manière froide, c'est les putschistes qui sont au pouvoir. Depuis le 26, on se rend compte que non seulement ils sont au pouvoir, mais de plus en plus ils sont en train de prendre d'une certaine manière la mesure de la situation. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est en train d'être pris en termes de décisions relatives à la suite ou bien aux institutions de transition qui doivent être... Parce qu'on parle déjà de transition au Niger. Donc, je pense que ce sont les militaires qui, aujourd'hui, au regard à l'observation... une transition de 3 ans. Tout à fait. Mais rejetée par la CEDEAO. Oui, rejetée par la CEDEAO parce que la CEDEAO aujourd'hui, dans le cas nigérien en tout cas, semble opposée à la continuité des coups d'État. Donc, elle estime aujourd'hui qu'il faut à un moment arrêter quand même avec ces prises de pouvoir par la force aujourd'hui. Mais je voudrais rappeler une chose. La dernière fois, nous abordions cette question du Niger ici. Et j'ai voulu, je ne l'ai pas fait, mais j'ai voulu dire que du point de vue politologique, c'est-à-dire du point de vue de la science que nous on fait, il y a 3 façons de prendre le pouvoir. J'ai mon collègue qui est juste à côté de moi. On le prend soit par l'héritage au pouvoir, la succession. On le prend soit démocratiquement, parce que les gens, de manière légale, rationnelle, vous choisissent, ou alors on le prend par la force. Donc, du point de vue de la science, froidement, on peut prendre le pouvoir par la force. Absolument. Il peut y avoir une levée de bouclier aujourd'hui pour condamner cette façon de faire, mais froidement, comme ça, on peut prendre le pouvoir par la force. Pour continuer avec ce que j'étais en train de dire, il y a aussi que
la junte qui est au pouvoir aujourd'hui semble bénéficier à la fois de cette population qui aujourd'hui semble lui donner raison quand on se coup de force. On a vu quand même des populations nigériennes sortir dans la rue et valider, sembler être d'accord en tout cas. Mais il s'est dit qu'on ne donne pas beaucoup, on ne laisse pas le camp adverse s'exprimer. Ça c'est dit, on l'a entendu. Il y a même des manifestations qui auraient été interdites du côté du camp des adversaires du coup d'État. Oui, c'est peut-être vrai aussi, mais je m'en tiens au fait que beaucoup de Nigériens semblent aujourd'hui d'accord avec ce qui se passe dans leur pays pour des raisons qui sont propres. Parce que nous, on regarde cette histoire de très loin. Oui. Il faut bien dire que nous, on regarde la situation de très loin et il devrait y avoir un certain nombre de raisons aujourd'hui qui poussent au Niger, ou alors les Nigériens aujourd'hui, à être d'accord avec la présence des militaires. Peut-être pas à long terme, mais dans l'immédiat quand même, être d'accord avec cette présence aujourd'hui. Et pour finir peut-être là-dessus, il y a aussi d'autres grandes puissances aujourd'hui qui semblent avoir beaucoup de réserves à s'exprimer et à condamner même le coup d'État. Je prends par exemple les États-Unis aujourd'hui, par rapport par exemple à la France qui semble émettre un certain nombre de réserves aujourd'hui à condamner très clairement le coup d'État au Niger. Donc tout ça mis ensemble fait en sorte que, pour l'instant, tout le monde observe que c'est les militaires qui sont là et tout le monde semble pour l'instant, pour certains en tout cas, se rendre compte que c'est les militaires qui sont là et semble faire avec ces militaires qui sont là pour l'instant. Alors, docteur Flavien Lundu, sur la question, est-ce qu'au fil des jours, les militaires consolident leur pouvoir ou on reste toujours dans l'optique de cette fragilité, de cette pression de la communauté internationale, de la CEDEAO et même de l'Union africaine? Oui, c'est tout un cocktail, Monsieur Guizogo, si vous le permettez, parce que je vais aller dans le contresens de mon collègue, docteur Benoît Moëlan. Dans la mesure où il faut essayer de lire ce coup d'État sur le prisme de deux pans. Le premier pan, il est d'abord de l'ordre juridique dans la mesure où officiellement le président Bazoum n'a pas encore signé une lettre de démission, ce qui fait que juridiquement il reste encore le président. Et en plus, il refuse de signer cette démission qui permet à ce qu'il n'ait plus cette forme de légitimité en qualité de président du Niger. Le deuxième prisme, il faut aussi le voir sur le plan sociologique, puisque mon collègue a convoqué le plan sociologique, dans la mesure où il est certes vrai, là j'acquiesce à ce qu'il a dit, que ce sont les militaires qui sont au pouvoir. C'est d'autant plus vrai que le général, M. Tidiane, a déjà nommé une forme de président de gouvernement. Oui. Donc, qui va dans le Conseil des ministres. Qui tient déjà une forme de contexte. C'est-à-dire, nous sommes dans une forme de ballottement, donc on ne sait pas si le coup d'État il est consommé. S'il n'est pas encore consommé. Encore, on pourra aller plus loin dans la mesure où il y a des éléments ou des variables qui essaient même encore de peser sur tous les éléments que j'ai essayé de mettre en avant. Premièrement, que ce soit les variables internes sur le plan endogène. Nous avons vu, certes, la population nigérienne de sortir pour essayer d'acquiescer cette forme de coup d'État, mais sauf que la population, elle est corruptible. Cette même population qui acquiesce, Monsieur le général, c'est aussi la même population qui peut venir aussi légitimer ou essayer de vanter celui qui sera là, celui qui sera là prochainement. Il y a aussi d'autres des pans, c'est-à-dire sur le plan exogène, allons sur beaucoup plus, puisqu'on a pu voir la vitalité, tout ce que ça a pu susciter comme débat, que ce soit du côté de la CEDEAO, les sanctions qui ont été votées sur la CEDEAO. Il y a un élément très fort qui devait être pris en compte, ce sont ces sanctions qui vont jouer sur les populations. Et on essaie de mesurer l'éventualité ou la vitalité de ces sanctions comme celles qui ont été prises en Côte d'Ivoire. En 2010, lorsqu'il y avait une forme de fraction de scission, d'un côté les pro-Gbagbo et d'autres les pro-Ouattara, ces sanctions ont été tellement dues plus de temps puisqu'elles rentraient sur le registre financier. Vous connaissez, des rumeurs disaient que l'État nigérien n'arrivait plus à payer ses fonctionnaires. Donc ça veut dire qu'on a touché où ça fait mal. On repart dans un autre registre encore exogène. On va dans le cadre des solidarités que ce coup d'État a eu à créer, c'est-à-dire en Guinée équatoriale, au Mali, en Guinée-Conakry, au Mali et au Burkina Faso, où on a pu voir des convois
de venir à donner de la nourriture. Donc vous voyez, il y a certains qui soutiennent et certains qui ne soutiennent pas. Mais alors tous ces mouvements-là contribuent, ne participent pas toujours à rendre la situation à la fois juridique et sociopolitique assez claire. Comme pour dire, est-ce que le coup d'État était consommé? Jusqu'à présent, même les spécialistes de droit et tous mes collègues ici ne pourront pas me démentir sur le fait que le coup d'État a été consommé, mais il a à moitié consommé. Il faut maintenant à moitié consommé. Voilà, pas entièrement consommé. Alors, dans cette posture, de ce point de vue-là, Ahmed Bala, si le coup d'État est simplement à moitié consommé, est-ce qu'on va vers la fin de cette consommation pour qu'il soit entièrement consommé ou on reste encore dans cette incertitude-là? Oui, je crois que après qu'on ait écouté Docteur Flagelo et l'autre docteur qui docteur expliquait sur le plan juridique, sur le plan sociologique, et puis il faut qu'on revienne quand même sur quelques faits. C'est que est-ce que c'est consommé? Non, c'est difficile de le dire. Et je doute fort que ce soit consommé parce que quand vous regardez la position, la posture de chaque camp, vous comprenez que des gens sont, je veux dire, ils sont décidés à aller jusqu'au bout. La CEDEAO au départ a pris une mesure ou alors a pris une démarche. C'était celle de venir rétablir l'ordre constitutionnel. Maintenant, au regard de tout ce que les gens disaient à gauche, les réactions que cela a pu provoquer, on s'est donc dit, bon, pourquoi ne pas favoriser la voie du dialogue? On a donc engagé le dialogue. Vous verrez qu'il y a eu plusieurs missions qui se sont déplacées du côté de Niamey pour rencontrer effectivement la junte et voir dans quelle mesure sortir de cette crise. La dernière mission, c'est celle de la CEDEAO le week-end dernier. Et la mission a rencontré Bazoum pour voir un peu dans quelles conditions et il était détenu et comment il vivait. Il est toujours privé d'électricité. Pas d'accès à la nourriture pratiquement. Voilà. Donc, aujourd'hui, la CEDEAO voudrait prendre quelques précautions que si demain, elle engage une mesure, comme on dit, ultime, celle par exemple, la dernière, parce qu'on lui reprochait de n'avoir pas essayé d'engager peut-être d'autres voies, les voies diplomatiques, les voies de dialogue. C'est pourquoi ils sont rebiffés, parce qu'au départ, ils étaient véritablement engagés, les réunions de défense, de crise, de militaires qui se tenaient avec les généraux, c'était effectivement pour venir remettre l'ordre constitutionnel. Mais on est donc face à un général qui estime que la CEDEAO, parce qu'au regard de son comportement ou alors de son attitude, de ses prises de position, on rendait compte qu'il ne prend pas la CEDEAO au sérieux. Et par exemple, samedi dernier, c'est juste à l'issue de la visite de la CEDEAO qu'il a annoncé ils étaient même encore là. Oui. Donc, et ils ont même estimé que c'était un peu né, c'était même un mépris. C'est-à-dire, ils ont eu le temps, ils ont eu l'occasion d'échanger et de trouver qu'ils pouvaient ensemble trouver des voies de sortie. C'est-à-dire, comment est-ce que cela peut être, même s'il faille qu'il y ait une sorte de transition, mais que cette transition soit faite de manière concertée. Mais il a mis carrément une barrière et la démarche qu'il entreprend, vous comprenez que ce n'est pas une démarche anodine. Quand il décide aujourd'hui, quand il fait un discours, il dit que c'est une transition de 3 ans et puis il parle des mesures. Mais maintenant... Un dialogue national aussi. Un dialogue national. Oui. Mais c'est peut-être parce qu'il a eu peut-être le soutien de quelques voisins ou bien de quelques puissances qui lui disent que bon, on peut t'aider jusque-là à tenir, mais la difficulté, c'est les populations, comme le docteur Elunde évoquait. Vous vous rendez compte que les frontières qui sont coupées, c'est un pays qui a environ 1200 mètres carrés. Qui n'a pas d'ouverture sur la mer. Oui, 1200 mètres carrés en termes de superficie. Donc, quatrième après, c'est-à-dire quatrième en Afrique. En Afrique, oui. Et après le Soudan, l'Égypte. Et il y a deux grandes puissances qui sont frontalières, notamment le Nigeria et l'Algérie. Et quand vous regardez donc du côté du Niger, où la frontière a été carrément coupée, et les échanges, il y avait un flux d'échanges véritablement considérable de ce côté-là. Les reportages qui sont faits là, les populations sont carrément abandonnées à elles-mêmes. Elles se rendent compte que
cela a déjà un effet économique, puisque les gens sont bloqués, rien ne passe. Ils ne peuvent plus aller faire du commerce de l'autre côté, les autres ne peuvent plus revenir. Et les sanctions économiques qui ont été posées, vous savez, même les projets, il y a beaucoup de projets qui étaient en cours et qui sont arrêtés parce que le financement venait soit de la Banque mondiale, soit de l'AFD ou alors de la France, qui ont suspendu. On parlait de l'électricité que le Nigeria a coupé. Et il y a une centrale qui est en train d'être construite. Non, mais c'est un barrage hydroélectrique qui est en train d'être construit par les Chinois qui ont arrêté de construire parce que l'AFD avait une part de contribution et l'AFD a décidé de ne plus. Donc vous voyez, à ce rythme-là, est-ce que le président Tchani va pouvoir tenir? Parce que les populations aussi, on sait, les manifestations du 19, on sait comment on peut mobiliser les gens. Il suffit même de prendre les hommes en tenue, on leur donne des tenues civiles, on leur dit allez dans la rue. On sait comment ça se passe, mais ça a un effet sur le plan social même. Regardez les divisions. Il y a une vidéo qui circulait où on bastonnait un monsieur, des gens estimaient que c'était un partisan, il était ministre de Bazoum, mais après il y a un démenti qui est sorti, qui n'était pas ministre, mais il est un partisan. Vous voyez un peu ce que ça crée dans la société. C'est-à-dire le fait que vous supportiez, ou alors vous étiez par exemple, vous faisiez partie de ceux qui soutiennent Bazoum, vous ne pouvez plus exprimer. Mais le parti de Bazoum, le PNDS, il a commencé quand même à s'exprimer ces temps-ci. On l'entend de plus en plus. Oui, mais est-ce que ce parti peut organiser des manifestations? Vous savez que le gouverneur de Tinder qui a dit, il a menacé des journalistes que celui qui donne une information, enfin, qui n'est pas conforme, le gouverneur de Zender, il a décidé, qu'est-ce qu'il a dit? Si les journalistes donnent par exemple des informations qui ne sont pas conformes à ce que lui, il sait, il va les jeter en prison. C'est tout. Alors, vous croyez que tout cela, je me dis qu'à un moment donné, les gens vont se dire non, c'est trop. Vraiment, il faut rétablir l'ordre et la CEDEAO sera obligée d'intervenir. Il y aura tous les arguments, genre, on a essayé de discuter avec, mais ils nous ont poussés à bout. Alors, docteur Stéphane Zanga, on a ce communiqué de l'Union africaine du 14 août quand même, avec la CPS qui réitère qu'elle est pour le retour à l'ordre constitutionnel, mais elle n'a pas évoqué en seul instant, elle a dit qu'elle accompagne la CEDEAO, mais sans clairement dire qu'elle acquiesçait, elle agréait l'option militaire quand même. M. Guizogo, la situation au Niger est à observer et à interpréter avec la plus grande prudence. Pourquoi? Parce que tout ce qui est véhiculé par les médias, par les différents camps, ne se rapproche pas toujours de l'objectivité et de la neutralité nécessaire qu'il faudrait observer pour analyser cette situation. Vous parlez de la CPS, du Conseil de paix et de sécurité des Nations de l'Union africaine, qui ne s'offusque pas de ce que deux généraux s'affrontent au Soudan et que cela crée une véritable crise humanitaire. Qui ne prend aucune mesure lorsque les djihadistes attaquent les positions de l'armée nigérienne sous le président Bazoum démocratiquement élu. Qui se fiche pas mal de ces populations qui ne peuvent plus réaliser, parce que quand on me parle d'échanges commerciaux entre le Nigeria et le Niger sur la frontière qui est longue, qui sépare ces deux pays, je me demande alors si les djihadistes laissent que ces échanges commerciaux s'effectuent normalement. C'est des zones à haut risque qui sont des zones de haute sécurité pour que ces échanges s'effectuent. Les mêmes populations vous disent qu'en fait ces échanges ont pris un coup depuis que les djihadistes attaquent régulièrement la bande sahélienne. Donc il n'y a donc pas d'accalmie là-bas. Les échanges commerciaux ne sont pas perturbés parce que le président Bazoum est arrêté par les militaires. Les échanges commerciaux sont perturbés entre le Niger et ses voisins parce que toute la bande sahélienne est gangrénée par les djihadistes. Ça, c'est ce qu'il faut prendre en compte en première analyse. Deuxième analyse, certains essayeraient de botter en touche les effets des mesures prises par la CEDEAO sur le Niger. Je voudrais indiquer que le premier qui subit ces effets dans sa chair, c'est le président Bazoum. Ses amis de la CEDEAO, pilotés par le président du Nigeria, coupent l'électricité. Alors dans les appartements privés du président, la réplique est faite la junte, lui coupe l'électricité.
On dit vous allez subir, vos amis prennent des sanctions à l'encontre du Niger, vous allez les ressentir dans votre chair. Il y a un feu de nourriture qui ne peut plus arriver parce que les frontières sont bloquées. Je suis sûr que le président, au lieu des 3 repas quotidiens, peut-être n'en reçoit que 2 ou un seul certainement pour tenir. Bref, il n'est pas dans un hôtel 4 étoiles. Sa résidence a été transformée en une véritable cellule ou un pénitencier. Maintenant, le chef de la junte au Niger, au pouvoir, pourquoi est-ce qu'il est en train de légitimer son pouvoir? Parce qu'actuellement, c'est lui qui exerce le pouvoir. Je peux démontrer qu'il l'exerce parce que l'administration publique fonctionne. Et l'administration publique a fait allégeance au chef de la junte. Il n'y a pas eu de résistance d'une faction de l'armée qui combattrait, qui serait entrée en conflit avec la junte. Tous les éléments de l'armée ont fait allégeance au chef militaire de la junte. Le chef militaire a nommé un gouvernement civil. On me dira encore que avant les nominations, on procède à des consultations. Un premier ministre a été nommé, un gouvernement également. Un programme de transition a déjà été mis sur pied. Donc tous les ingrédients de la gestion d'une transition sont en train de se mettre en place pour pour susciter l'assentiment des populations que la CEDEAO serait en train de venir sauver d'une situation d'exception. Donc au départ, c'était la légitimité des armes, une légitimité d'exception. Mais le président de la junte est en train de donner à son pouvoir une sorte de légitimité entre guillemets démocratique. Parce qu'il ne parle pas. On a pas. évacué la question de l'intervention militaire. Pour vous, elle est définitivement évacuée à l'heure-ci? L'intervention militaire est presque inopportune et presque pratiquement impossible. Pourquoi impossible? Écoutez, j'en viens. L'éventualité de l'intervention militaire avait pour objectif de dissuader la junte militaire en place au Niger. Mais attendez, cette option n'est même pas envisageable parce qu'elle déboucherait sur une guerre régionale. La CEDEAO n'est pas unanime sur la question du Niger. Il y a le Mali qui s'est désolidariser, il y a également le Burkina qui s'est désolidariser. Et lorsque vous lisez les communiqués des 2 responsables dans des juntes maliennes et burkinabés, le président de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta, qui vous dit vous bombardez le Niger au premier coup de feu, il considère cela comme une déclaration de guerre. C'est comme si c'est Bamako à la réalité qui est attaqué. Mais vous pensez que Bamako prendrait le risque de s'attaquer à la CEDEAO s'il y avait une intervention? Laissez-moi poursuivre. C'est la question que je vous pose. C'est pourquoi je parle du scénario de l'éventualité d'une guerre régionale. Au-delà de cette déclaration, est-ce que si la CEDEAO intervenait au Niger aujourd'hui, on aurait le Mali, oui, un affrontement. Oui, bien sûr. En croire aux déclarations des chefs du Mali et du Burkina, nous irons vers un affrontement entre la force en attente de la CEDEAO, l'armée malienne et l'armée burkinabé qui entrera du côté de l'armée nigérienne. Et je rappelle que en ce moment, l'armée malienne et burkinabé ont des accords de défense avec l'État de Russie via Wagner. Ça signifie que si l'armée malienne est attaqué, c'est Wagner qui entre en scène dans le soutien et dans les accords de défense que le Mali a avec la Russie. Le rapport de force, écoutez, docteur Stéphane Zanga, dites-nous le rapport de force. Sur le terrain, c'est lequel? Sur le terrain, nous avons 1000 militaires français. Ah non, sol. Les forces africaines. Non, je vous donne les différentes implications. Les rapports de force. Nous avons des forces visibles et des forces qui sont invisibles. Il faut se comprendre. Nous avons le Niger qui a également avec le Burkina, la Guinée-Conakry et le Mali. Oui.
c'est pas parce qu'ils n'ont pas annoncé en grande pompe la réunion de leurs différents chefs d'état-major respectifs. Mais je vous dis, c'est des armées qui sont en état d'alerte maximale, qui peuvent riposter directement au cas où la force en attente de la CEDEAO attaquerait le Niger. Voilà le scénario que nous avons aujourd'hui et qui va déboucher sur pratiquement, c'est pour ça que je dis, ça va déstabiliser toute la sous-région Afrique de l'Ouest. Ahmed Bala, réaction? Oui, je vais rebondir sur deux éléments. Le premier élément que le docteur évoquait, c'est les rapports, enfin, les échanges commerciaux. Il disait que ce n'est pas le fait que M. Bazoum soit peut-être aujourd'hui, qu'il ne soit plus au pouvoir, que les échanges s'arrêtent. Non. Jusqu'à ce jour, Boko Haram sévit toujours, mais on arrive quand même à effectuer des échanges avec le Nigeria et les autres pays. Mais pendant ce temps, il y a toujours quelques incursions de cette secte islamique. Il en est de même. En ce moment, il n'y a même pas moyen. Je dis c'est fermé. Ce n'était pas fermé avant. Donc on arrivait il y avait un trafic. Malgré cette menace terroriste, il y avait du moins un trafic. Des gens arrivaient. Il y a quand même il y a des éléments de sécurité qui étaient présents. Il y avait quand même un trafic. Donc en ce moment, c'est carrément arrêté. Il n'y a pas une histoire de ce que c'est fermé. Donc c'était pour vous dire que quand vous ne négligez pas le fait qu'aujourd'hui on vous dise que quand on évalue rien que les échanges qu'il y avait entre les deux pays pendant la période Bazoum, même qui était toujours une période sous menace terroriste, c'est plus considérable que ce qu'il y a aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui c'est arrêté. Il y avait quand même une situation de quasi-normalité. Les gens arrivaient, oui, c'est fait. Puisque c'est fermé, il n'y a pas moyen de traverser. On ne permet pas que des gens traversent, qu'une marchandise traverse. C'est fermé, les frontières sont fermées. L'autre chose aussi que vous avez, lorsque vous dites que c'est fait, il n'y a plus moyen la légitimité il est en train d'asseoir sa légitimité à travers les actions. Oui, oui, mais je dis, quels que soient les alliés qu'il peut aujourd'hui se faire, il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que la CEDEAO, au départ, joue également sur sa crédibilité, joue également sur son avenir. S'il s'amuse, qu'il fait comme si c'était du jeu, il prend une décision au départ. Et je vous rappelle, le président nigérian est clair. En fait, pour lui, il était question de rétablir l'ordre constitutionnel. Et il est prêt à aller jusqu'au bout. C'est pourquoi il a décidé de couper l'énergie. Vous dites que Bazoum n'est plus d'électricité. S'il décède demain, vous comprenez que c'est la junte qui aura même plus de problèmes que la CEDEAO. Qui lui aura coupé l'électricité, la junte ou le Nigeria? Mais c'est tout à fait normal. Il y a quand même de l'électricité à Niamey. Est-ce que... Non, ils ont des groupes. Ils ont des groupes. Qui aura privé le président Bazoum de l'électricité, la CEDEAO ou la junte? C'est la junte. C'est la junte simplement parce qu'elle est... Pourquoi l'État nigérien s'efface derrière la personne du président Bazoum? C'est un problème que les Nigériens n'aient pas d'électricité. Non. Pourquoi c'est un problème que le président Bazoum, du fond, de là où il se trouve, n'ait pas d'électricité et que des millions de Nigériens en soient privés? Ça ne vous dérange pas? Non, c'est pas que moi, je vous parle c'est un problème de relation. C'est un problème de relation. C'est deux pays qui étaient en relation. C'est un problème que les Nigériens soient privés d'électricité. Non, ce n'est pas un problème. Non, si le Nigeria donnait de l'électricité, c'est par rapport au type de relation qu'ils entretiennent avec le Niger. Ils ne sont pas obligés, en fait. Ils ne sont pas obligés de leur donner de l'électricité, mais c'est au regard des relations des frères et autres, puisqu'ils se disent, ils s'estiment frères. Mais maintenant, lui, en tant que président de la CEDEAO, estime qu'on a déjà trop vu des coups d'État et on a laissé passer. Et les gens même ont insulté la CEDEAO qu'elle n'agit pas. Avec ma présidence, les choses vont changer. Si c'était les autres ont laissé, moi pas. Raison pour laquelle il est décidé à aller jusqu'au bout. Et s'il est décidé, c'est quelque part parce qu'il souhaite que son passage à la CEDEAO soit marqué. Qu'au moins, lui, il aura pris des décisions fortes. Peut-être engagé, quelle que soit l'issue. Vous parlez de l'intervention et autres. Ils ne viennent pas faire la guerre aux Nigériens.
Ils viennent tout simplement remettre, chasser les gens qui ont pris le pouvoir par la force, c'est tout. Ils n'ont pas de problème avec les Nigérians. Je ne sais pas si... Donc voilà les deux éléments que je voulais ajouter dans ce que vous disiez. Oui, alors, docteur Ouedan, avant le docteur Flavien Lundu. Non, moi je voulais juste dire, au regard de tout ce qui est dit jusqu'ici, que moi je m'en tiens à ce que je vois, ce que j'observe. Tout à l'heure je disais que il faut que nous nous rendions compte d'une chose au moins. On regarde les choses de très loin. C'est-à-dire que les affirmations que nous faisons ici, la frontière est complète. C'est parce qu'on est prisonnier de ce que nous disent les médias. C'est vrai quand même, non? Parce qu'on s'en tient à ce que nous disent les médias. On s'en tient, pas forcément des médias. On s'en tient. Quand le Tchani a fait le discours, on s'en tient. On a le document. On s'en tient également à ce que j'appelle une guerre de communiqué. Oui. Vous voyez un peu, c'est-à-dire c'est communiquer contre communiquer. Donc c'est guerre. Et donc c'est ça qui nous donne quelques éléments aujourd'hui pour essayer d'analyser. Donc moi je dis une seule chose, je m'en tiens à ceux qui sont là. Ceux qui sont là aujourd'hui, ce sont des militaires. À côté de cela, il y a des questionnements qu'il faut faire. Il y a comme une sorte de focalisation aujourd'hui sur le Niger. On peut se poser la question de savoir où était la CEDEAO contre le Burkina. Où était la CEDEAO contre le Mali. Pourquoi il y a quand même eu des sanctions contre le Mali, non? Et même contre la Guinée. Il y a eu... On ne peut pas dire que ça n'a pas chauffé. Non, mais disons, parler il y a eu prétendument des sanctions. Oui. Prétendument. Je dis prétendument. Oui. Pourquoi? Parce qu'à un moment, quand on dit on suspend les vols pour le Mali, vous relisez quelque temps après, on vous dit qu'il y a à nouveau le ciel malien couvert et qu'il y a des avions de commerciaux qui peuvent entrer au Niger. À quel moment au Mali, on a desserré les taux là-bas? À quel moment? À côté de cela, vous avez vous voyez quand même que le président, en fait, les hommes forts qui arrivent soit au Mali, sont quand même allés au sommet en Russie. Donc, ils ont une marge de manœuvre à sortir, quand même. Et ils ne semblent pas être inquiétés à bouger d'un coin à l'autre, quand même. Au-delà des sanctions qui sont annoncées, etc. Et puis, je disais tout à l'heure que, dans le cas nigérien, par exemple, moi, j'ai suivi par rapport à la position américaine, par exemple. Parce que les gens disent on va faire des sanctions, mais en même temps, il y a des grandes puissances là-bas qui semblent être beaucoup plus réservées. Le président nigérien dont on parlait tout à l'heure, moi j'ai l'impression qu'il veut une assise au niveau régional. Il vient juste d'être élu. Bon, il profite de l'occasion quand même pour se dire, c'est l'occasion peut-être de faire avoir une certaine assise au niveau régional. Mais il faut se rendre compte que si un certain nombre de choses... Le Nigeria a souvent joué ses rôles, non? Que ce soit avec les Comores déjà. On a vu le Nigeria mener, donner des troupes aux Comores, que ce soit en Sierra Leone et même au Libéria. Moi je veux bien, mais de toutes les façons, j'évaluerai la capacité du président actuel nigérian, je veux dire, à être suffisamment fort quand il aura les capacités de gérer Boko Haram à l'interne. Vous comprenez? Donc pour l'instant là, je veux juste dire une chose. Oui, mais c'est quand même une guerre asymétrique, non? C'est une guerre asymétrique. Vous n'allez pas. Même les États-Unis sont partis de l'Afghanistan. On peut vous l'opposer. Oui, c'est peut-être vrai. Alors, mais de toutes les façons, je voudrais dire une chose, c'est que je pense que c'est beaucoup plus de la pression qu'on met au Niger. Parce qu'aujourd'hui... Est-ce que ce n'est pas, c'est pas un casus belli? Le Niger, ce n'est pas un casus belli à la limite pour la CEDEAO? Parce que vous-même, vous l'avez rappelé, on n'a rien fait en Guinée, au Mali, en Guinée et même au Burkina. Mais là, la CEDEAO ne se dit-elle pas que là, c'est terminé, on va vers la Lali? Parce que si on ne fait rien avec le cas du Niger, probablement, on ne va pas s'arrêter. Mon analyse au final, c'est que comme chaque acteur étatique est rationnel, on s'est dit à un moment quand même que, je prends le Nigérien, la sous-région CEDEAO constitue pour elle un grand marché. Aujourd'hui, ces situations d'incertitude ne l'arrangent pas. Parce qu'une bonne part de ses affaires, elle le fait avec ces pays. Que ça s'embrase un peu partout aujourd'hui, ça n'arrange pas le Nigeria. Est-ce que vous comprenez un tout petit peu? Donc, quand vous regardez un acteur comme l'acteur nigérian, je dis, il reste rationnel au nom de ses intérêts dans la sous-région. Donc, un embrasement, un autre embrasement de la sous-région ne l'arrange pas du tout. Il est donc question aujourd'hui qu'on mobilise au moins une sorte de pression pour que les choses puissent
Mais j'insiste à dire que, observons très bien, ce sont les militaires qui sont là et ce sont eux les interlocuteurs. C'est à eux qu'on s'adresse. Oui. C'est clair. Donc, je pense que la situation peut évoluer. Et puis, d'ailleurs, les militaires sont en train de dire, avec la feuille de route qu'ils sont en train de mettre en place, que nous ne sommes pas là pour nous éterniser. Nous sommes là pour un moment. Ils sont là pour 3 ans quand même. Mais 3 ans. Ils ont c'est 3 ans. Oui. Docteur on l'a dit Flavien Londo. en Côte d'Ivoire. Oui. Docteur Flavien Londo, Général 3 ans. l'avait dit. Alors, donc ils ont annoncé 3 ans. Oui. Avec un dialogue national. Un dialogue national 3 ans avec un rejeté dialogue, par la CEDEAO quand même. Pas encore, là. Non, Ça, c'est pas encore prononcé sur La le... CEDEAO officiellement ne s'est pas encore Oui, prononcée. non, pour le dialogue, pas sur le dialogue, mais au moins sur la feuille de route, sur la transition qui devait durer 3 ans. Oui. La CEDEAO dit qu'elle n'est pas partante. La CEDEAO campagne pense- sa position de Oui. rétablir L'ordre constitutionnel, voilà. ramener le président Bazoum aux affaires. Oui. Sauf que nous avons eu un ultimatum qui est arrivé à expiration. Oui. Rien ne s'est fait. Nous avons eu une réunion des chefs d'état-major annoncée à Grande Pompe, d'abord avortée, ensuite Qui s'est tenu, finalement. oui. Je sais aussi qu'en stratégie, la CEDEAO n'annoncera pas un jour précis pour Pour attaquer la attaquer, junte. voilà. Puisque la réunion des chefs d'État était la dernière Était étape. la réunion tactique pour les détails opérationnels Oui. de l'opération, en fait, de la tautologie, pour les détails, la mise en place des détails opérationnels qui vont suivre cette intervention. Bon. Mais certains également sur ce plateau pensent que ça va se passer comme dans un séminaire hollywoodien où un hélicoptère de la CEDEAO ira neutraliser le chef de la junte, rétablira l'ordre constitutionnel tel un coup de baguette magique. Du tout. Écoutez le chef de la junte. Là au moins on a une communication qui dit essayer d'attaquer le Niger. En fait, attaquer le Niger ne sera pas une balade de santé. Pour dire que une réponse efficace sera apportée à la force en attente qui Est-ce qu'on a la certitude, Alain, qu'il est que les militaires nigériens sont prêts à aller se battre contre la CEDEAO s'il y a une attaque, il y a une intervention de la CEDEAO? Ils ont déjà la certitude que la force en attente est prête aussi à attaquer le Niger. Il faut jeter le doute sur les deux. C'est pourquoi je dis qu'il faut une analyse objective et neutre de la situation. Comment et dans la véritable stratégie, vous remarquerez le flou qui entoure ou alors le manque d'informations Oui, c'est bon. qui entoure la stratégie de la junte. Il n'y a eu aucune réunion annoncée avec le Mali et le Burkina au sujet d'une éventuelle riposte contre la force en attente qui pourrait attaquer à tout moment le Niger. Attaquer les forces, parce que quelqu'un m'a dit qu'on n'attaque pas la population, mais on n'attaque pas la population, on attaque les positions de l'armée nigérienne. Oui. Et un riposte maintenant. Et pourquoi ça fait une vague de... Docteur Stéphane Zanga, pourquoi tout le monde parle de guerre, depuis des jours on entend parler de guerre, de la CEDEAO au Niger, on a entendu beaucoup de personnes au moins opposées à l'intervention de la CEDEAO, dit même l'Algérie. La première sortie de l'Algérie, nous ne voulons pas de guerre au Niger, et d'autres personnes ont suivi, nous ne voulons pas de guerre. Mais il y a quand même eu les interventions de la CEDEAO ici qu'on a vues, la dernière en Gambie, en 2017. Le contexte n'est pas le même, la conjoncture n'est pas la même, parce qu'un affrontement entre la force en attente de la CEDEAO et les armées nigériennes du Burkina et éventuellement de la Guinée, même si la Guinée ne se prononce pas sous le feu de l'action, elle peut rentrer dans la danse en soutien avec le régime de Niamey. L'implication, la première conséquence, c'est que les djihadistes avancent. Quand les armées régulières s'affrontent, elles baissent la garde dans la lutte contre les djihadistes, qui eux également sont surarmés et qui vont entrer en scène. C'est pourquoi l'éventualité d'un embrasement total de la sous-région est à redouter. C'est pourquoi l'action militaire, voilà autant de limites de l'action militaire. Si ça peut être une action éclair, comme la Russie l'avait prédit avec l'Ukraine, sous quelques heures, et le président Bazoum est rétabli Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Bon, c'est le mal que je peux souhaiter à la force en attente. Pour l'exemple que vous prenez, ce n'est pas le cas donc. En analysant les explications et les forces en présence, ça ne va pas être un exercice facile. Et je dis encore que les populations qui déjà subissent, entre guillemets, les affres de ces sanctions économiques, mais les ressentiront encore dans leur chair parce que nous serons au bord d'une véritable crise humanitaire. Et si la CPS, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, a à cœur le bien-être et la vie, le devenir des populations du Niger, elle peut poursuivre dans la voie du dialogue et éviter d'agiter le torchon rouge
qui serait une option militaire. Parce que le torchon rouge aurait eu des effets s'il dissuadait la junte à reculer. Mais la junte semble avoir des appuis et des assises. Et puis certains États même ne se prononcent pas pour la junte. La diplomatie fait que certains même qui sont pour la junte ne se prononcent pas. Quand le président algérien parle de la plus grande prudence, la prudence ne signifie pas soutien à la CEDEAO. La prudence ne signifie pas non plus condamner la junte au pouvoir. Ou alors soutien à la junte au pouvoir. Donc c'est une position qui peut évoluer. Or, on se serait attendu à ce qu'un pays frontalier dise non, je vais participer à l'action pour neutraliser la junte au pouvoir. Non, c'est ça. Ok. C'est avec la plus grande prudence que j'observe le cours des événements. D'accord. Alors, sur la question, oui, docteur Flavien Ilundu. Je voulais juste soulever ici que le débat local du Niger suscite beaucoup de passion et que dans cette passion-là, on ne doit pas s'écarter de beaucoup d'éléments. Et il y a mes collègues ici, d'éléments qui rentrent aussi dans le contexte de la rationalité, dans le contexte de la légitimité, dans le contexte de la légalité. Comme le disait le docteur Zanga, il y a une forme d'affirmation de la légitimité que le général veut essayer d'asseoir, mais sauf que cette légitimité qu'il compte asseoir est assise sur une forme d'illégitimité de la manière dont il est arrivé, il a accédé au pouvoir. Donc, comme je reste toujours carré sur les positions, qu'il y a deux contextes, deux logiques qui essayent de s'opposer. Le terme juridique qui fait en sorte que M. Bazoum n'a pas encore démissionné. Officiellement, que ce soit dans les grandes chancelleries, on reconnaît que c'est M. Bazoum qui est le président de la République du Niger. Sociologiquement, M. le général Tidjani l'a renversé par les armes. Maintenant, quant à la question sur le conflit, moi je pense qu'on essaie un peu d'aller un peu de conflit. On va un peu trop loin, on se projette un peu. C'est un fantasme qu'on est en train de vouloir projeter. Or, restons un peu dans une forme de constat froid, comme le disait le docteur Wena. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir confrontation? Rappelez-vous aussi le cas de la Libye. Les interventions externes, où en est-on? Nous avons deux Libyes, contrôlées par une faction armée, d'autres par un gouvernement d'union qui n'arrive pas toujours à gérer le pouvoir. Revenons au Mali, lorsqu'il y a eu coup d'État au Mali, le Nigeria avait carrément fermé sa frontière pour essayer de protester le coup d'État. Mais après, pendant combien de temps on a levé on a levé cet embargo? Pourquoi? Parce que les conséquences économiques pèsent aussi sur les deux États. Les deux États commercent. Nous sommes dans dans un contexte de mondialisation. La mondialisation implique quoi? La libre circulation des biens, des personnes, des services, et tout ça va dans un monde, dans un village planétaire unifié. Donc ça signifie qu'aucun État ne saurait vivre en autarcie. Donc pour voir, on a certes fermé les frontières, comme je suis aussi d'accord, ce que les médias nous disent, nous étant en tant que spectateurs et non acteurs, parce qu'on essaie de mettre des analyses sur ce que nous recevons des médias, des nouvelles des médias qui sont là-bas sur le terrain. Maintenant, revenons sur le contexte des forces en attente. Vous pensez, le registre de l'intervention impose beaucoup de compromis. Quelle sera l'intervention déjà en question? Est-ce que ce sera une frappe chirurgicale où on vient seulement attaquer le palais pour essayer de réhabiliter M. Bazoum au pouvoir sans marcher, en traversant tout Niamey et les populations? C'est autant de registres qu'il faut essayer d'intégrer dans nos logiques, dans nos grilles d'analyse. Il faut quand même que nous avons cette mission d'informer aussi ceux qui nous regardent sur cette situation. C'est notre devoir. Donc, le deuxième, je pense que nous sommes dans un registre de l'agitation. Tout ça va dans la logique, comme on dit, de mettre sous pression l'agitation de la CEDEAO et des acteurs internationaux. Que ce soit d'abord, on est en train de vouloir rendre le régime de Niamey à dos, c'est-à-dire on essaye de fermer la frontière qu'elle partage avec le Nigeria. Les différents chefs d'état-major essayent de mobiliser leurs forces en attente, soi-disant c'est 10 000. Vous pensez que les armées africaines sont assez outillées pour mener ce type de combat? Les armées africaines... Il y a eu des interventions. La dernière, c'était en Gambie, de la CEDEAO. Ça m'engage, Je suis responsable de ce que je dis. 10 000 soldats, vous pensez que les armées africaines ont été beaucoup plus moulées pour protéger les pouvoirs politiques et non pour aller combattre. Raison pour laquelle les forces djihadistes ont toujours une forme de pan, parce que les armées africaines sont en train de se réactualiser face à une nouvelle menace, c'est-à-dire les forces asymétriques.
Et c'est un conflit international qui essaie de vouloir se transposer en Afrique et dont les Africains n'avaient pas encore ne s'étaient pas encore projetés. Donc, pour dire que les 10 soldats, les 10 000 soldats, qui va donner les moyens? Qui va donner les armes? On va toujours aller tendre la main aux partenaires. On ira tendre les mains à nos partenaires, c'est-à-dire peut-être les États-Unis et peut-être la France. Sauf qu'il y a un nouveau acteur qui rentre dans tous ces registres-là, c'est la Russie par sa sous-traitance Wagner. Est-ce que vous ne pensez pas que lorsqu'il y a eu le renversement, vous avez vu les drapeaux de la Russie? Donc de manière, il y a une force de symbolique, c'est-à-dire ce paternalisme symbolique qui s'inscrit toujours dans les mentalités calfeutrées par les Africains. Alors, c'est-à-dire, en tant que renverseur de pouvoir, on essaie de se trouver un nouveau parent, c'est-à-dire la Russie. Et vous parlez de la Russie, sauf que la Chine aussi est un acteur qui est là, qui observe la situation. Tout ce qu'on discute, c'est par rapport à quoi? C'est l'uranium. L'uranium a quel apport vis-à-vis des industries françaises? On parle de près de 40% des exportations. Ils ont besoin de ça pour les téléphones. Ils ont besoin de ça puisque la France est en train de vouloir rentrer dans le registre des énergies renouvelables et des voitures électriques. Et on a besoin de l'uranium. Allez toucher la France là où ça fait mal. Pour le nucléaire, allez toucher la France à ce parce que les batteries et autres, c'est le nucléaire. Bon, maintenant, qui va former? Est-ce que vous pensez que les armées africaines sont... Mon temps de parole a été coupé. Oui, maintenant on va faire une pause. Vous aurez le temps de le reprendre. On reviendra, monsieur Dr Flavien Lundo. Pour cette première partie, nous marquons une pause pour une plage publicitaire du côté de Douala et le journal de 20h. On se retrouve après. Madame, monsieur.